Merci d'abord de vous être déplacé et venu ici pour suivre aujourd'hui la première journée de l'open source au Sénégal. Donc, si je ne m'abuse, il y a eu des journées Linux qui ont été organisées, mais une journée de l'open source au Sénégal, il n'y en a pas eu pour le moment. Donc on va considérer que, sauf s'il y a erreur, c'est la première que l'on organise au Sénégal, avec l'appui de Linux Afrique, avec Mme Potman, qu'on remercie au passage, donc qui va présenter tout à l'heure en fait Linux au niveau de l'Afrique. Alors moi, je me nomme M. Guy Abdurrahman, donc je suis le CTO du Campus Workforce, donc qui est en fait un centre de certification, un centre de formation pour la montée en compétence des équipes au sein de Saint-Plon. Et nous avons jugé nécessaire quand même d'avoir un événement de cette taille sur plusieurs pôles. Malheureusement, il y a eu des pôles qui n'ont pas été disponibles. Par exemple, là, on est à Saint-Plon, il y en a d'autres qui sont à Orange. Et on va essayer, un temps soit peu, de balancer sur les ateliers qui vont avoir sur les deux lieux. D'accord? Donc moi, je voulais juste faire une petite introduction à ce que c'est que l'open source. Bon, je sais que peut-être la majeure partie d'entre vous ont entendu parler de l'open source. Donc parler de l'open source, faire une introduction, enfin laisser une petite install party à mon ami et frère Lamine Diagne. Je pense qu'il m'entend. D'accord? Donc une petite introduction. Si la machine est d'accord, bien sûr. Voilà. Donc, quand on parle d'open source, donc open source c'est un modèle de développement. Donc, un modèle de développement, open source, on entend aussi code source ouvert. Donc, c'est en fait une manière de développer un logiciel en donnant la main complète aux utilisateurs. Contrairement aux logiciels qui sont propriétaires, l'open source vous permet de modifier, de distribuer le code, même si le code il est gratuit, vous-même pouvez modifier encore, vendre. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'il y a une forte communauté quand même au niveau de l'open source, au niveau de son développement. Donc c'est un mouvement qui est là, qui est mondial et qui permet quand même de promouvoir tout ce qui est application, tout ce qui est ERP, tout ce qui est méthode et qui les rend le plus accessible possible. Donc sur les points, quand on dit open source, en fait, il y a ce qu'on appelle les points sur lesquels se base l'open source. D'abord, c'est la liberté. Donc, la liberté, quand on parle de liberté, c'est le fait de garantir aux utilisateurs la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier, de distribuer un logiciel. Donc, cela veut dire que vous avez le contrôle total sur la technologie, tout simplement. Ensuite, il y a l'innovation. Donc, l'innovation, c'est le fait que l'open source en fait, favorise l'innovation en permettant à des milliers de développeurs, par exemple, de contribuer à un projet. Donc vous avez un projet, vous dites que c'est open source, vous allez voir qu'en fait, sur la terre entière, vous allez voir des développeurs un peu partout qui vont essayer de tester. Donc s'il y a des failles, ils vont vous le signaler et vous allez essayer de corriger ensemble. Et c'est ce qui fait que en fait, sa force, c'est surtout sa communauté. Ensuite, la transparence. Donc en fait, vous avez le code sûr. Vous avez en fait la main sur le cambouis, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir le code. Ce n'est pas des black box qu'on a, vous avez en fait la main libre par rapport aux éléments. L'accessibilité c'est gratuit, donc vous pouvez avoir les éléments gratuitement, juste un téléchargement, on n'a pas à payer. Et enfin la communauté. Donc la communauté de l'open source c'est ça en fait sa vraie force. D'accord? Donc, alors la journée internationale de l'open source, son objectif c'est quoi? C'est sur plusieurs points. D'abord la sensibilisation. L'objectif, c'est d'informer le public sur les avantages de l'open source. Donc, son impact, parler sur les technologies modernes et les rôles qu'on peut avoir au niveau de la société. Donc, le deuxième point, c'est sur l'éducation. Donc, essayer de fournir des informations de manière à s'impliquer sur des projets. Donc, faire de petites formations, comme les ateliers qu'on aura à faire tout à l'heure. Inspirer, présenter par exemple des technologies innovantes qui ont permis d'avoir des success stories. Collaborer, donc encourager la collaboration entre plusieurs entités. Donc là, c'est l'occasion, vous êtes des professionnels entre vous, de vous faire connaître les outils que vous utilisez et de faire émerger en fait, des solutions. Et enfin, en fait, l'action. Donc l'action, c'est juste d'inciter les participants à s'engager activement dans les outils open source. Alors, on a tendance à dire que si c'est gratuit, c'est vous le client. Mais ce n'est pas forcément le cas pour l'open source. Sur l'open source, c'est gratuit, c'est parce que c'est vous qui faites avancer la chose. D'accord? Alors, je voulais faire un petit historique sur les outils open source, quand même,
Donc, bon, je ne vais pas faire de l'histoire. Donc, on connaît un peu les débuts de l'informatique entre 50 et 60. Donc, on a eu beaucoup de solutions émergentes qui sont sorties. Mais la plupart de ces solutions-là étaient des solutions propriétaires parce que ça demandait beaucoup de ressources et il fallait payer le prix fort pour avoir ces solutions-là. Alors, en 70, on a eu l'avènement de Linux, développé par AT&T, donc qui devient quand même le pionnier en matière de collaboration. Donc, on a eu une licence académique qui permettait de travailler sur le code. Et là, on a eu quand même les bases de l'open source. C'est eux qui ont lancé les bases de l'open source. Même en fait, les points focaux sur l'open source, c'est eux qui ont écrit, et le texte aussi. En 80, on a eu Richard Stallman, donc, qui a formé le GNU. En 83, on a eu l'exploitation entière du logiciel libre. Et enfin, en 91, on a eu Linus Torvalds qui a créé le premier noyau. Le premier noyau qui va devenir le cœur de nombreux systèmes. Aujourd'hui, on a Linux Mint. C'est le cœur de Linus Torvalds qu'on a utilisé. D'accord? Donc, en 90, on a le terme open source qui voit le jour. En 98, avec sur un livre qu'a écrit Eric Raymond et Bruce Perens. Alors, sur les années 2020, on a la popularité qui est plus accrue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de systèmes qui sont sortis, qui sont open source. Enfin, en 2010, il y a maintenant de nouveaux domaines qui viennent, donc comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le blockchain, les domaines technologiques qui sont nouvelles et qui vont donner une impulsion nouvelle à l'open source. N'est-ce pas? Et maintenant, aujourd'hui, l'open source est devenu en fait une force majeure sur tout le monde. Malheureusement, les gens ne sont pas forcément au courant. D'accord? Et c'est pourquoi on a essayé d'inciter à faire ce genre de journée-là pour mettre les gens en fait, au parfum de ce qui se fait le plus. Ok, donc on a plusieurs outils open source qui sont actifs, donc sur des milliers de développeurs, donc une contribution planétaire et surtout des collaborations en amplitude. Donc, sur les principes fondamentaux de l'open source, elles sont ainsi. Bon, elles ont été générées aussi par Linus Torvalds, donc sur un texte qu'il avait écrit. Donc, c'est liberté, collaboration et transparence. Donc, liberté, on peut utiliser les éléments librement, sans pour autant payer. Même si on veut, on peut les changer en les vendant. Collaboration, en fait, on privilégie la collaboration sur les outils open source. C'est-à-dire, je ne développe pas et je le garde pour moi, je développe, je les mets à contribution sur une communauté qui va m'assurer en fait, la mise à jour de ces éléments-là. Et la transparence, c'est tout simplement le fait qu'en fait, on a tout le code à disposition. D'accord? Alors, sur les avantages, je pourrais parler de beaucoup d'avantages pour l'open source, mais en fait, on va juste se limiter sur les avantages, par exemple, au niveau des entreprises. Donc, pour les entreprises, on a d'abord la réduction des coûts. Donc, les entreprises peuvent utiliser des logiciels open source sans frais. C'est-à-dire, aujourd'hui, la majeure partie des systèmes d'exploitation sont à vendre. Malheureusement, au Sénégal, même si les entreprises ne sont pas au courant, c'est interdit d'utiliser des systèmes qui sont craqués. Il y en a qui le savent et qui le font. Et il y aura une loi bientôt qui va interdire cela parce qu'en fait, les entreprises qui sont au Sénégal devront se soumettre à l'ISO 27001, qui interdit carrément d'utiliser des logiciels fournisseurs. Alors, on a la personnalisation. Donc, une entreprise peut prendre une solution open source et la personnaliser, la mettre à goût du jour, la mettre à son image. D'accord? Enlever des modules, augmenter des modules, utiliser sa charte graphique, et ainsi de suite. La stabilité et la sécurité. Alors, les versions, elles sont stables. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes, une grande communauté qui l'utilise. Et quand il y a des failles, il y a aussi des personnes qui sont là pour combler ces failles-là. Donc, et ça aussi, côté sécurité. Et ensuite, la rapidité au niveau du développement, c'est le fait qu'en fait, encore, c'est par rapport à la communauté. Donc, une forte communauté qui vont nous permettre quand même d'aller très vite sur la mise à jour. Donc, je voulais aussi donner quelques points pour l'open source. Alors, en ce moment, quand même, c'est l'avènement des technologies qui ont encore propulsé l'open source au devant de la scène. Alors, sur cette technologie-là, on ne peut pas ne pas parler, par exemple, de l'intelligence artificielle et du machine learning. En ce moment, les modules pour faire du développement en IA et en machine learning, les plus forts, sont des modules open source.
Donc je vais parler de Python, je vais parler de Pandas. Donc vous avez des éléments qui sont open source qui sont utilisés pour faire cela. Donc je vais parler de PyTorch, donc TensorFlow, donc Scikit-learn, ainsi de suite. Donc ça c'est pour l'open source au niveau de l'IA. Donc sur le blockchain aussi, la même chose. Donc on a des projets comme Ethereum ou Hyperledger, Foxit, donc qui sont des exemples d'initiatives qui sont open source. Alors l'automatisation et la robotique, et surtout par exemple pour l'open source sur la santé. Aujourd'hui on a un EMR qui s'appelle OpenEMR, qui permet de modéliser tout, par exemple, entité au niveau, par exemple, d'un hôpital, d'une pharmacie ou bien d'une clinique. D'accord, avec tous les domaines. Et ça, c'est carrément gratuit. Moi, j'ai eu à utiliser ça. C'est un truc qui est vraiment super. J'ai eu à travailler ça au niveau de mon master. Alors, sur la sécurité, vous allez voir tout à l'heure avec Mr. Gérard des éléments donc, qui permettent, par exemple, de faire de l'analyse de vulnérabilité, de renforcement de sécurité du système, de protection de l'infrastructure. Donc, et tous ces éléments-là, le plus souvent, c'est open source. Et enfin, sur l'éducation, on a les logiciels libres d'apprentissage maintenant qui sortent d'un peu partout. Donc, pour ne citer que cela, aussi pour les initiatives en développement durable, ça, il n'en manque pas, et surtout les sources en robotique et sociale, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, voici juste quelques points, mais en fait, qui sont très importants dans la mesure où elles permettent quand même de faire avancer l'open source et de la mettre au niveau de la scène. Donc, je voulais juste faire une petite introduction avant de laisser à nos collaborateurs le soin de présenter. Donc, s'il y a des questions, on pourra discuter entre nous. Donc, je m'en vais donner la parole à Madame Othman, si elle est connectée, pour qu'elle me fasse un petit résumé des activités de Linux Afrique. Le Simple Africa est notre partenaire au Sénégal. Je vais présenter un peu la valeur de la certification pour les ingénieurs et pour les étudiants qui suivent le cursus dans le domaine de technologie, de l'open source et de Linux précisément. Comme vous savez que les certifications en informatique sont devenues des références incontournables dans le secteur technologique. Bien sûr, elles testent les niveaux de compétences des professionnels et démontrent leur expertise dans un domaine bien particulier. Ces certifications revêtent une importance considérable pour plusieurs raisons. Pour la validation des compétences, pour aussi donner aux professionnels certifiés souvent privilégiés dans le processus de recrutement qui leur donne la possibilité de décrocher des postes bien rémunérés et aussi pour le développement des carrières, que ce soit parce que la certification ouvre des opportunités de développement de carrière et permettent aux individus de se spécialiser et accéder à des postes de haut niveau. Vous voyez l'importance de la certification à se démarquer du marché. C'est-à-dire, si l'employeur le recruteur va choisir un professionnel qui est certifié et un autre professionnel qui a de l'expérience mais qui n'a pas eu recours à la certification pour attester cette certification, il va tout de suite, sans hésiter, donner la possibilité au professionnel qui est déjà certifié. Et même j'ai eu de l'expérience avec des étudiants qui ont décroché des postes de responsabilité dès leur première année de travail. Ils étaient déjà fraîchement recrues et ils ont eu cette possibilité de se démarquer dans une société. Et bien sûr, c'est dans ce contexte-là qu'intervient notre Linux Professional Institute, LPI, en tant qu'organisme de certification de renommée mondiale. C'est-à-dire, elle s'est positionnée comme un acteur clé dans la certification Linux.
elle offre un ensemble varié de certifications. Et là, je vais présenter un peu la valeur du niveau de certification de LPI. Je vais présenter Linux, les niveaux de Linux Essential, qui est le premier niveau, qui est fait de Linux Essential. Après, il y a Linux Web Dev. Et après, il y a Linux Essential en sécurité. Ça, c'est le niveau Essential. Après, bien sûr, il y a les certifications LPI qui sont administration, système et réseau sur Linux. Là, c'est un peu un niveau avancé. Et on aura deux certifications, celle du système et celle du réseau. Après, bien sûr, ces certifications prouvent votre expertise en matière de système Linux, que vous soyez un administrateur système ou un débutant expérimenté. Après, il y aura le deuxième niveau de LPI qui est aussi système et réseau, mais niveau 2, c'est-à-dire avancé. Une fois accompli les certifications, vous pouvez accéder au niveau de sécurité et DevOps qui vous permettront de combiner des compétences en sécurité informatique avec des pratiques de développement et d'exploitation, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de technologie de l'information. Si vous êtes un professionnel ou un étudiant en quête de croissance de carrière ou une entreprise cherchant à former votre équipe, nos certifications et les certifications LPI sont conçues pour répondre à vos besoins. En fait, la particularité de ces certifications, c'est qu'elles ne se basent pas sur un produit. C'est-à-dire celui qui fait Linux LPI Certification, il peut travailler sur tous les produits et là, il peut permettre aux étudiants d'être polyvalents et aux professionnels d'être performants, c'est-à-dire qu'ils attestent leurs compétences, pas un produit. Et bien sûr, ceci joue un rôle très important dans l'employabilité des jeunes, parce que tout au long du cursus, le fait d'être certifié et rester en formation continue, bien sûr, va donner une expertise de haut niveau pour vos qualifications en tant que professionnel. Bon, c'est un bref speech pour présenter un peu les différentes certifications LPI, mais bien sûr, si vous avez des questions, je sais qu'il est limité par le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ok, pour les clés, d'accord. Donc là, je vais utiliser la présentation. Donc c'est une présentation d'un des gens qui m'ont initié à Linux par exemple, qui fait partie de la communauté. Donc juste pour vous dire qu'en fait, il y a une communauté ici au Sénégal qui essaie de faire connaître Linux. Il y a pas mal d'événements qu'on a organisés. Donc, à l'époque, c'était Dakar Linux, voilà. Donc, c'était des passionnés de Linux. Donc, ça fait depuis les années 2000. Donc, ils faisaient l'événement à l'époque au niveau de l'AIF. Et après, au fur et à mesure que les générations évoluent, il y a eu d'autres gens qui ont pris la relève. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'événements qu'on a organisés avec la communauté. Donc, moi, j'ai intégré la communauté, si je ne dis pas de bêtises, en 2015-2016. Et il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu des journées de logiciels libres, il y a eu des formations sur Linux, etc. Et voilà, donc si vous êtes intéressé à faire, il y a une liste au niveau du meetup de Linux Sénégal. Vous allez voir, il y a plein
Donc la présentation que je vais vous montrer tout à l'heure a été rédigée à l'époque par un des membres actifs à l'époque du groupe. Donc c'est lui qui m'a initié même à l'utilisation de Linux. À l'époque, c'était avec Xubuntu. Et donc, je vais juste vous prendre une partie de sa présentation pour mieux développer afin de pouvoir bien faire l'installation. Donc, l'installation, pour ceux qui me connaissent, donc Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation, donc comme Windows, Mac et tant d'autres. Donc ça permet en fait de pouvoir prendre le contrôle de sa machine en fait, tout ça en système d'exploitation, c'est le fait de pouvoir gérer le matériel et faire des choses. Donc Linux, je pense qu'il n'y a pas besoin de m'attaquer là-dessus, avant on l'a bien expliqué. Donc c'est une communauté de systèmes open source qui se base sur le noyau Linux. Donc on peut passer, donc un peu d'histoire. Donc Richard Stallman, donc c'est on va dire le père fondateur du projet Linux. Donc pour nous c'est vraiment le logiciel, ça fait partie des logiciels libres, donc on voit beaucoup. Il y a Linux Torvald, donc l'initiateur du noyau Linux, donc le noyau qui a permis d'avoir après beaucoup de systèmes d'exploitation. On va voir tout à l'heure, parce qu'on a plein de distributions qui se sont basées sur ce que Linux Torvald a eu à faire. Donc à l'époque, Linux ressemblait un peu à ça. Donc il n'y avait pas d'interface, c'était juste des lignes de commande, donc le terminal. Donc avec notre clavier, on arrivait à faire ce qu'on voulait. Donc il n'y avait pas d'interface. Donc après, la technologie s'est développée. Et là actuellement, il y a ce qu'on appelle des distributions, c'est des systèmes d'exploitation qui sont basés sur Linux. Donc chez nous actuellement, quand on parle de système d'exploitation, on peut en définir les plus populaires, on va dire, on peut en définir deux. Donc on va dire système d'exploitation pour les commandes élémentaires, ils vont juste dire Windows ou bien macOS, parce que c'est ça qui est le plus utilisé normalement. Quand on nous donne des machines, une machine, soit on trouve Windows ou on trouve macOS, d'acheter une machine et trouver directement Linux. Ce qui fait que les gens ne sont pas au courant des distributions Linux, alors qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui existent et qui sont pas moins de ce que nous avons fait Windows et Linux. Donc, une distribution Linux, soit appelée distro, donc c'est une collection de logiciels basée sur le noyau Linux, donc est conçue pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, chez Linux, tu vas avoir des distributions qui vont peut-être être spécialisées sur des domaines. Donc, on a des distributions peut-être qui vont être spécialisées dans le domaine de l'éducation. Je prends l'exemple de Ubuntu, qui est une distribution où on va accentuer sur des logiciels qui sont destinés à l'éducation. On a d'autres qui sont utilisés pour les serveurs, donc des systèmes d'exploitation, pour des téléphones, etc. Donc là, par exemple, quelques distributions Linux, donc c'est des systèmes d'exploitation qui sont basés sur Linux, sur le noyau Linux, on va dire, qui font partie des plus populaires. Donc c'est une distribution qui est utilisée au niveau des entreprises. On le trouve rarement chez les particuliers, c'est plus les entreprises qui l'utilisent parce que c'est une entreprise qui a vraiment développé son système, qui a mis en place un service après-vente. Donc on va dire que si une personne a besoin d'être seulement l'entreprise va l'aider, ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres distributions. Donc après il y a Fedora donc, qui est la version de Red Hat mais pour le grand public. Il y a Debian, donc le système d'exploitation aussi, on va dire, c'est un système d'exploitation qui est pas mal utilisé et qui a donné naissance à un système d'exploitation pour Ubuntu. Donc Ubuntu, on va dire, qui est le plus populaire dans le monde Linux. Donc les Linux en théorie, quand ils s'installent sur leur machine, c'est Ubuntu et aussi Linux Mint. Donc c'est deux systèmes d'exploitation qui sont le plus utilisés par le grand public. Après, il y a Linux. Donc ça, les gens qui sont dans le monde de la sécurité, les hackers peut-être reconnaîtront ce système d'exploitation-là. Donc comme je vous le disais, en fait,
chez les distributions, vous allez avoir des distributions qui sont orientées sur des sujets en fait. Donc l'école de Linux est vraiment orienté sur la sécurité informatique, le pen testing, le hacking, etc. On a Actinux, donc ça c'est nous les gens qui sont dans le milieu, on dit le plus souvent que c'est pour les experts, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que les distributions d'habitude pour tout. Et il y a Manta aussi. Et il y a beaucoup de distributions. On a plus de 600 distributions Linux dans le monde. Et donc voilà. Ensuite, Linux aujourd'hui. Donc Linux est utilisé, mais peut-être tout le monde n'est pas au courant. On va dire que la plupart des devices que nous utilisons derrière un système d'exploitation qui exploite le noyau Linux. Donc à quel chiffre, il existe plus de 600 distributions opérationnelles, donc qui sont en fait, qui font partie du noyau, qui utilisent plutôt le noyau Linux. Donc à partir du noyau, beaucoup de gens nous sont accaparés de ça pour faire leur propre distribution. En fait. C'est ça qui est intéressant avec les logiciels open source. D'habitude, les logiciels qui sont propriétaires, on n'a pas cette possibilité. Je prends le cas de Windows. Windows, vous allez pas avoir une version, bien, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas facile à trouver. Une version qu'on a modifiée, etc. Donc le plus souvent, Windows c'est un logiciel propriétaire, donc c'est Windows, Microsoft plutôt qui détient ça. Et une autre personne n'a pas le droit de prendre ce logiciel-là, de modifier, etc. Sinon, comment dire, peut-être poursuivi par Microsoft, pareil pour macOS. Mais avec Linux, vous avez la possibilité, comme il l'a dit, de faire un logiciel open source. Donc le logiciel open source est libre. En fonction de la licence, on va dire, mais de manière générale, chacun a le pouvoir de prendre ce logiciel-là, de modifier à sa guise et de partager ça en fonction de ce qu'on appelle les licences. Et donc, c'est ça qui a permis d'avoir plusieurs distributions, parce qu'une personne va prendre le noyau, va dire, ah, moi je veux faire un système qui me permet par exemple, de faire du hacking, de faire du piratage, et donc cette personne-là va prendre le noyau et va acheter des logiciels qui sont dédiés à ça. Une autre personne va dire, ah, moi je veux une distribution plutôt pour l'éducation, elle va aller prendre, etc. Donc chacun a le pouvoir de créer, le système qu'il va en faire. Donc nous tournons sur des superordinateurs. Donc des superordinateurs, le plus souvent c'est utilisé dans le domaine scientifique ou bien industriel. Donc c'est des grosses machines, on va dire, qui permettent de faire des opérations, des calculs mathématiques, etc. Donc 85% des smartphones tournent sur Android. Donc Android, vous tous vous connaissez, la plupart des gens ont Android, et derrière Android, en fait, c'est un noyau Linux. Et les serveurs, donc les serveurs, c'est ce qui vous permet d'accéder à Internet, d'aller sur Facebook, YouTube. On va dire que la plupart des serveurs, 95,3%, sont sur Linux. Les développeurs professionnels travaillent sur Linux, les infrastructures cloud, les Amazon et tout ça, la plupart du temps c'est chez Linux. SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, travaille avec Linux, donc voilà. Pour que Linux n'est pas tout. Peut-être que les gens ne sont pas au courant de ce qui est derrière le backend, on va le dire dans la continuité. Mais sachez que Linux est beaucoup utilisé dans ce monde-là. Donc les smartwatches, les TV connectés, tout ça derrière, si vous exploitez bien, vous allez voir que c'est du Linux. Et donc maintenant, donc voilà, c'est cette personne-là dont je vous parlais, donc c'est Bayram, c'est un grand passionné de Linux et il a même développé pas mal de logiciels avec Linux. Peut-être juste passer à l'informatique et peut-être on peut revenir après sur certaines commandes si cela vous intéresse. Donc peut-être passer donc pour installer Linux, Abdourahmane, oui. Abdourahmane, vous allez peut-être ouvrir le micro quelque part, le son, comme ça on va. Abdourahmane, voilà. Bonjour.
j'aurais juste aimé, donc, si possible, hein, à la majorité possible, parce qu'on a été très en retard par rapport